Sa prise de parole était attendue. Lors d'une adresse à la nation, hier, Donald Trump a tenu à justifier sa guerre contre l'Iran alors que les prix du pétrole continuent de flamber. Si le président américain affirme être proche de ses objectifs, il n'a pas vraiment ouvert la porte à une issue au conflit et comme d'habitude, il menace. En cas d'échec des discussions, il l'assure, le régime iranien sera durement frappé pendant encore 2 à 3 semaines. Avant de retrouver Mathieu à Washington, on va écouter le président américain. Au cours des 4 dernières semaines, nos forces armées ont remporté des victoires rapides, décisives et écrasantes sur le champ de bataille. À l'heure où je vous parle, la marine iranienne n'existe plus. Leurs forces aériennes sont en ruine. Leurs dirigeants, pour la plupart des terroristes, ainsi que le régime qu'ils dirigeaient, sont désormais morts. Leur système de commandement et de contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique est décimé à l'heure où nous parlons. Leur capacité à lancer des missiles et des drones est considérablement réduite et leurs armes, leurs usines et leurs lance-roquettes sont réduits en miettes. Il n'en reste que très peu. Mathieu, bonjour. Républicains et démocrates ont largement commenté cette adresse à la nation de Donald Trump hier. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, à Washington, les réactions du discours de Donald Trump posent bien la cartographie, dans le fond, de la classe politique américaine, sans grande surprise, mais avec des contrastes. Concrètement, ici, l'opinion regarde d'abord l'impact économique de la guerre. Vous l'aurez compris, le camp républicain, d'abord. Plusieurs figures soutiennent clairement la ligne du président. L'inoxydable sénateur Lindsey Graham, par exemple, très proche de Donald Trump, comme on le sait, sur les questions de sécurité nationale, en tout cas, estime que l'opération était nécessaire pour affaiblir l'Iran et rétablir la dissuasion américaine au Moyen-Orient. Graham incarne à lui tout seul ce courant républicain persistant depuis 1979, donc depuis la révolution iranienne et la chute du Shah, et qui considère que, quelle que soit la raison, frapper l'Iran est une bonne chose dans le fond. Même tonalité du côté du président de la Chambre des représentants, sans surprise, Mike Johnson, qui parle d'une démonstration de force qui, selon lui, protège les intérêts américains et leurs alliés. Israël au premier rang, évidemment. Et c'est vrai que ça a au moins le mérite de la cohérence et de la constance pour ces hommes, qui forment clairement une sorte de pont entre les républicains traditionnels, ceux de Reagan, ceux d'autrefois, et les républicains MAGA d'aujourd'hui. Je pense que cette crise aura eu ce principal effet en politique intérieure américaine, en tout cas. Mais à droite, tout le monde n'est pas sur la même ligne néanmoins. La frange la plus isolationniste du Parti républicain se montre beaucoup plus prudente en revanche. Le sénateur Rand Paul, par exemple, rappelle que le Congrès doit être consulté avant toute escalade militaire. Sur cette ligne, on soupçonne qu'il trouve d'ailleurs un soutien discret mais réel de la part d'un poids lourd dans le paysage, le vice-président lui-même, J.D. Vance, qui, à demi-mot, dit redouter un engrenage militaire qui finirait par coûter très cher aux États-Unis. Attention, Vance n'a concrètement jamais été aussi discret sur un dossier qui compte depuis le début du mandat. Et cela constitue en soi, non pas une trahison du président, mais néanmoins un indice. Et c'est là que la question économique devient absolument centrale. Vous l'avez dit, avec un baril de Brent qui s'approche des $110 et le gallon d'essence aux États-Unis qui tourne autour de $3,80, avec des pointes plus élevées dans certains États, les plus éloignés, on constate une hausse de 50 cents à la pompe par gallon, ce qui représente plusieurs centaines de dollars de dépenses supplémentaires par an pour une famille américaine moyenne. Ça, c'est absolument fondamental et c'est sur cette courbe que toute la classe politique américaine a les yeux braqués. Et c'est politiquement très concret également. Chez les démocrates maintenant, la critique est évidemment plus frontale. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, accuse la Maison-Blanche d'avoir pris le risque d'une escalade militaire sans stratégie claire. On peut parler aussi de la sénatrice Elizabeth Warren, ancienne candidate à l'investiture démocrate pour la présidentielle, vous vous en souvenez, qui avertit, elle, que les Américains pourraient payer le prix de cette guerre sur les marchés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout particulièrement, les mots de Donald Trump dans son discours ne suffisent plus totalement à
rassurer ces marchés, contrairement à ce qu'on avait pu observer ces dernières semaines. Voilà, au fond, le débat à Washington est assez clair. Les faucons républicains parlent de crédibilité militaire, les isolationnistes parlent du risque d'enlisement, évidemment, et les démocrates ramènent la discussion à une question très simple et très efficace pour eux, pour les électeurs américains en tout cas. Combien cette guerre va-t-elle finalement coûter aux contribuables et donc à l'électeur ? Voilà donc pour les réactions politiques aux États-Unis. Et hier, c'était lors d'un déjeuner, c'est à noter, Donald Trump s'en est aussi pris à Emmanuel Macron, ou plutôt à son couple. Le président américain qui est revenu notamment sur l'histoire de la gifle de Brigitte dans l'avion présidentiel français. Réponse d'Emmanuel Macron, on va l'écouter sur France 24. Et donc les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Ce qu'il faut faire, c'est agir pour la désescalade, pour un cessez-le-feu. Bon, ça n'est pas un coup en dessous de la ceinture, Mathieu, mais on le sent bien, Donald Trump, après le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la France est désormais bien dans le viseur. Oui, vu depuis Washington, en tout cas, la polémique entre Donald Trump et Emmanuel Macron est perçue ici comme un nouvel épisode d'une relation personnelle déjà tendue, c'est vrai, entre les deux dirigeants. Donald Trump s'est permis une remarque moqueuse, on vient de l'entendre, sur le couple Macron, fidèle à son style et actant que désormais la vulgarité n'est pas exclue du dialogue transatlantique. Mais ça n'est pas une découverte, on connaît désormais Donald Trump. La réaction de Paris, mais vous le savez mieux que moi, a sans doute été, sinon la bonne, au moins la seule possible finalement. Emmanuel Macron a dénoncé des propos déplacés et rappelé que dans un moment de crise internationale, les alliés devraient faire preuve de solidarité ou au moins devraient veiller à maintenir le dialogue dans un cadre diplomatique traditionnel, c'est-à-dire courtois. C'est sans doute beaucoup trop demandé à Donald Trump. Mais ici, à Washington, beaucoup d'analystes voient surtout derrière cet épisode un désaccord plus profond sur la guerre au Moyen-Orient. Et ça, c'est incontestable. L'administration américaine défend sa ligne dure face à l'Iran. On l'a compris, avec une pression militaire maximale et ses démonstrations de force pour empêcher Téhéran de reprendre l'initiative dans la région. La France, elle, insiste davantage sur la désescalade et sur la nécessité d'éviter un embrasement régional, évidemment, avec un œil particulièrement attentif sur le Liban, bien entendu. Jusqu'ici, on reste techniquement, finalement, dans un désaccord assez classique de la relation franco-américaine. Autrement dit, ce n'est pas une rupture de l'alliance transatlantique, même si on sent bien que de votre côté de l'Atlantique, les menaces de Donald Trump de suspendre la contribution américaine à l'OTAN inquiètent, évidemment. Tout ça est en fait un rappel très visible que Washington et Paris n'ont pas la même lecture de cette crise et tout simplement pas la même lecture des équilibres internationaux. Et Donald Trump, fidèle à sa méthode, encore une fois, n'hésite pas à exposer ces divergences publiquement, y compris avec ses alliés. Mathieu Mabin de l'autre côté de l'Atlantique pour France 24. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions.